Salut à tous, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi, il y a pas longtemps Insta360 a sorti leur dernière caméra d'action 360, la X4, que j'ai maintenant depuis une bonne semaine entre les mains, et j'ai essayé de tester un maximum toutes ses fonctionnalités pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui tous les tests que j'ai pu réaliser, tous les comparatifs et tout ce que j'ai pu filmer avec cette caméra dans les différents modes pour que vous puissiez vous-même vous faire un avis sur cette caméra. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Insta360. Je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo et on ne m'a pas demandé de faire cette vidéo. C'est moi qui les ai contactés par email pour savoir s'ils pouvaient m'envoyer un exemplaire de cette caméra pour que je puisse faire ma vidéo test sur la chaîne. Et ils ont donc accepté sans rien me demander en contrepartie. Donc il n'y a aucun sujet que je veux éviter et je veux parler autant des points positifs que des points négatifs que j'ai trouvés pendant ma semaine d'utilisation. Et d'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a des sujets que je n'ai pas suffisamment abordés ou que vous n'avez pas suffisamment entendu sur cette caméra, sur les différentes vidéos YouTube que vous avez pu voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse pour faire d'autres vidéos sur cette caméra. Si jamais il y a des sujets que vous voulez voir plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire. Donc sinon, juste pour faire un petit point par rapport aux caméras 360 et ma chaîne YouTube. Puisque j'ai eu plusieurs caméras de ce type. Notamment, j'avais acheté la Insta360 One X, donc qui était le premier modèle de ce format de caméra. Malheureusement, je me suis fait voler cette caméra dans mon sac où il y avait tout mon matériel. Donc plus tard, j'ai acheté la GoPro Max quand elle est sortie pour pouvoir continuer à faire du contenu 360. Donc voilà, c'était pour vous parler de mon expérience avec ce type de caméra. C'est quand même un sujet que je maîtrise et j'ai pu utiliser des caméras de différentes marques ces 5 dernières années. D'abord un petit point accessoire parce qu'une caméra 360, on ne peut pas en faire grand chose sans avoir des accessoires. Donc je vais directement vous parler de celui qui est le plus utile avec cette caméra. Ça va être le selfie stick. Moi, le mien, celui-là, c'est de la marque Insta360, qui d'ailleurs, en nouveauté, a cette poignée en caoutchouc qui peut se rajouter autour. Et le selfie stick, ça va être très pratique du coup pour pouvoir faire une vue déportée, donc à la troisième personne de soi-même, avec donc le selfie stick qui apparaît invisible. Ça remplace par exemple un plan d'un drone ou tout simplement un cadreur qui nous filmerait. Donc c'est un accessoire qui est très pratique. Après, un autre que j'aime bien, moi, ça va être les colliers POV. Celui-là, il est de la marque Telesin et ça va nous permettre, contrairement au selfie stick qui est fait pour les plans à la troisième personne, d'avoir cette fois-ci des plans à la première personne, donc en POV, avec la caméra accrochée au niveau de son torse et on va donc pouvoir avoir des plans qui sont très immersifs avec notre propre point de vue. Et un troisième accessoire qui pour moi est indispensable aussi avec ce type de caméra, ça va être un mini trépied, peu importe la marque. Comme ça, on peut soit le mettre au bout du selfie stick pour avoir un trépied qui s'ajuste au niveau de la taille, soit le mettre directement sous la caméra pour avoir des angles qui sont assez bas. Et ça va nous permettre de pouvoir poser cette caméra un peu partout. Et plus tard, au niveau du montage, on va pouvoir faire du reframing. Donc on va pouvoir ajouter des mouvements de caméra et ça permet d'avoir des plans fixes qui sont dynamiques. C'est le gros avantage de ce type de caméra. Donc voilà, avec ces 3 accessoires, je pense qu'on a vraiment déjà une bonne base pour faire des plans qui sont variés et créer des vidéos. Et sinon, avec la X4, cette année, il est fourni des protections d'objectifs qui sont appelées les protections standards, qui sont en plastique. On peut rajouter du coup pour protéger les objectifs parce que le gros défaut de toutes les caméras 360, c'est la vulnérabilité de ces objectifs. Comme les lentilles sont en ultra grand angle, elles sont bombées et elles ressortent pas mal. Donc si jamais on va frotter ou faire tomber sa caméra contre n'importe quel type de surface, on va abîmer sa caméra très facilement. Donc je trouve ça très intéressant que cette année, il y ait une vraie solution pour protéger ses objectifs. Comme vous allez le voir plus tard, j'ai fait du skate en tenant la caméra sur le selfie stick et c'est vrai que j'étais beaucoup plus rassuré parce qu'il suffit de faire tomber la caméra une seule fois pour être sûr qu'elle n'est plus utilisable. Et cette année, il est aussi sorti un autre accessoire qui va être les protections d'objectifs mais premium. Donc ceux-là, ils sont censés être de meilleure qualité et causer moins de défauts optiques. Donc ils ne sont pas fournis avec la caméra, ils vont coûter une trentaine d'euros. Et je les ai aussi, donc si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire en prochaine vidéo un comparatif d'images filmées sans les protections d'objectifs, avec les protections en plastique et avec les protections premium, pour voir vraiment s'il y a une grosse différence et est-ce que ça vaut le coup d'acheter en plus cette protection ou alors est-ce qu'on peut se contenter de ce qu'il y a de fourni avec la caméra. Et donc maintenant, on va passer au mode vidéo et aux différentes résolutions qui existent avec cette caméra. Donc pour pouvoir bien tester tout ça, je suis allé, du coup, comme je vous ai dit, faire du skate parce que c'est une caméra d'action et ça devient encore plus intéressant quand il y a du mouvement et des scènes qui sont assez dynamiques. Donc en premier, il va y avoir la résolution 8K. Quand on parle de 8K ou de 5.7K avec ce type de caméra, on va parler de la Sphère 360. Donc ça ne va pas être une résolution
qu'on va poster sur une plateforme. Puisqu'on va devoir faire du reframing pour choisir l'angle de vue qui nous intéresse, on va plus sortir une résolution de 2.7K quand on filme en 8K, parce qu'on entend surtout parler du 8K, mais au final, c'est pas ça qu'on va partager et c'est pas ça que les gens vont voir quand on montre des images qu'on a filmées. Donc c'est censé être le mode qui a la meilleure résolution. J'ai pas mal filmé avec, mais le gros défaut de ce mode, c'est que ça fait des fichiers qui pèsent très lourd parce que 8K, c'est quand même une grosse résolution. Et donc ça va vite prendre beaucoup de place sur notre carte mémoire et sur notre ordinateur. Il y a une autre résolution qui vient d'être rajoutée grâce à une mise à jour, c'est le 5.7K+. Apparemment, ça va avoir une qualité d'image et des détails qui sont similaires au 8K, mais dans une taille qui va être plus petite pour qu'on puisse avoir des fichiers justement qui sont moins lourds et que ce soit plus facile à travailler et à conserver. Donc je continue de tester cette résolution. La mise à jour date d'il n'y a pas trop longtemps, donc pour l'instant je n'ai pas encore un avis très précis de si c'est aussi détaillé que du 8K, mais en tout cas ça serait vraiment intéressant si la différence est minime d'avoir des fichiers qui sont moins lourds. Moi ça m'arrangerait et je pense que dans ce cas-là je filmerais beaucoup plus en 5.7K+ qu'en 8K si la différence n'est pas énorme. Et après en haute résolution on va avoir le 5.7K qui peut filmer jusqu'à 60 images par seconde, donc pour faire des ralentis x2. Ça je vais vous montrer parce que je l'ai testé. Après, le 5.7K va être aussi utile pour filmer en basse lumière, et cette fois-ci plus en 30 images par seconde, puisque le 8K n'est pas conseillé pour faire des images en basse lumière, et ça paraît assez logique, plus il y a une grande densité de pixels dans une image, et plus il va y avoir du grain qui va se rajouter quand les conditions lumineuses ne sont pas bonnes. Même la caméra va vous le dire de passer en 5.7K pour avoir une meilleure qualité d'image. Et du coup, je vais vous montrer mes tests en basse lumière, parce que je suis allé un matin filmer avant que le soleil se lève pour voir ce que ça valait avec juste les éclairages de la ville. Il est 6 h du matin, du coup le soleil n'est pas encore levé et on va voir ce que ça donne la X4 en basse lumière quand il y a juste les éclairages de la ville. Là, du coup, on est en 5.7K avec les réglages en manuel pour augmenter un petit peu le shutter speed à 1 centième. Donc par rapport au résultat de ces plans en basse lumière, je pense que c'est pas trop mal. Après, les caméras d'action en général ne sont pas très bonnes dans ces conditions-là. Donc je recommande pas trop de filmer en basse lumière avec cette caméra, mais comme avec n'importe quelle caméra d'action. Donc la caméra se sort pas si mal, mais quand même ne vous attendez pas à des miracles. Ça ne vaudra jamais des images qui ont été filmées avec un plus gros capteur. Mais voilà, je trouvais que c'était important quand même de montrer ce que ça pouvait donner. Et maintenant, pour revenir sur les résolutions, il existe aussi le 4K. Cette fois-ci, on peut filmer jusqu'en 100 images par seconde pour faire des ralentis x4. Donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai testé avec ce mode. Ça, c'était 100 fps en 4K. Donc on peut voir que plus on va baisser en résolution pour augmenter le nombre d'images par seconde et plus on va perdre aussi en détail et en qualité d'image. Mais par rapport aux anciens modèles de caméra 360, on peut voir quand même qu'il y a eu des améliorations sur la X4. Sinon, il y a deux autres types de modes qui vont être disponibles sur cette caméra. Le premier, ça va être le Mi Mode, donc c'est-à-dire qu'on va avoir l'avantage d'une vidéo 360 où on a un angle de vue qui est assez large et le selfie stick n'apparaît pas à l'image. Donc voilà ce que ça donne le Mi Mode. Du coup là je suis en 4K 30 images par seconde et je n'ai pas besoin sur mon ordinateur ou sur mon téléphone de devoir faire le reframing. Le fichier vidéo sort déjà comme ça avec le selfie stick qui est effacé, mais sans avoir besoin d'aller dans le logiciel pour faire du reframing. Donc on va avoir un fichier vidéo qui sort de la caméra avec déjà cet angle de vue qui a été choisi. Et en deuxième mode, il va y avoir le mode mono-objectif. Celui-là, c'est comme si on utilisait une caméra d'action telle une GoPro, parce qu'il n'y a qu'un seul des objectifs qui va vous filmer. Et donc, on va avoir une image stabilisée dans un angle très large, donc comme n'importe quelle caméra d'action. Et là, je suis en mode single lens, donc mono-objectif.
il n'y a que un des deux objectifs qui me filme et on est en 4K 30 images par seconde. Donc c'est comme si on avait une GoPro ou une caméra d'action classique dans les mains. Ce mode, je le trouve un petit peu moins bon, donc je pense que je ne vais pas beaucoup l'utiliser. On voit qu'il y a une petite perte en qualité, même si on peut monter jusqu'à du 4K 60 images par seconde. Donc je pense que je vais favoriser quand même de filmer en 360 pour pouvoir choisir moi-même plus tard l'angle de vue. Mais ces modes, ils sont bien si jamais on n'a pas envie de devoir tout le temps traiter ces images avant de pouvoir les partager. Donc de faire le reframing, des fois ça peut prendre du temps sur son application ou sur le logiciel sur l'ordinateur. Donc là, ça permet d'avoir directement des clips qui sont partageables. Après, il y a aussi le mode 360 HDR que j'ai pu tester avec cette caméra. Donc le HDR, c'est pour avoir une plage dynamique qui est plus élevée. Donc ça veut dire que dans les zones les plus lumineuses de l'image, on va essayer de baisser la luminosité pour regagner des détails. Et dans les zones qui sont trop sombres, on va essayer d'augmenter la luminosité pour regagner aussi du détail dans ces ombres. Donc ça va permettre de pouvoir filmer dans des conditions lumineuses qui sont un peu difficiles avec beaucoup de contraste entre des lumières et des ombres. Donc voilà les tests que j'ai pu faire avec le mode HDR. On y voit un petit peu plus de défauts qu'en mode vidéo classique, mais dans certains cas, ça peut être pratique parce qu'on voit qu'on regagne du détail dans les zones, par exemple là, qui sont trop lumineuses derrière moi. Donc c'est un mode vidéo qu'il ne faut pas trop utiliser à mon avis parce que ça va être efficace que dans des scénarios qui sont très spéciaux. Mais en tout cas, c'est là si jamais on en a besoin. Sinon, il y a aussi, comme sur la plupart des caméras d'action, un mode time-lapse et un mode hyperlapse qui ici est appelé time shift, où on peut rajouter du flou pour accentuer l'effet de vitesse. Je trouve que ça rend mieux qu'une image qui est très figée même si elle est rapide. Donc voilà, ça je l'ai rajouté dans l'application avec un bouton qui s'appelle Motion Blur. Et du coup, j'ai testé et les hyperlapse et les timelapse. On va pouvoir créer un mouvement de caméra grâce au 360 pour pouvoir rendre des plans un petit peu plus dynamiques qu'un timelapse qui serait fixe. Maintenant, je vais faire un petit point par rapport à l'application ou alors au logiciel sur ordinateur. Donc j'ai utilisé les deux, mais surtout le logiciel sur ordinateur. Donc toutes les vidéos qu'on filme en 360, on va devoir les traiter pour choisir l'angle de vue à chaque fois et choisir déjà le niveau de zoom, la rotation, si on veut rajouter des mouvements. Donc il va falloir passer un petit peu de temps après avoir filmé pour pouvoir choisir le rendu qu'on va vouloir dans notre vidéo. Il faut savoir que ça peut prendre du temps parce que des fois on a du mal à avoir le résultat qu'on veut et on va passer beaucoup de temps sur un seul clip alors qu'on l'a filmé pas mal. Il y a une nouvelle option qui s'appelle le tracking par IA que j'ai pas mal utilisé. Donc ça permet de choisir l'élément important de votre vidéo et vous allez demander au logiciel de centrer cet élément pendant tout le reste de la vidéo. Je trouve que ça marche pas mal et ça m'a fait gagner du temps, mais sinon moi j'aime bien aussi faire mes keyframes manuellement pour pouvoir choisir exactement les mouvements de caméra. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, j'ai eu aucun problème à éditer les images, même celles en 8K. Alors que quand j'ai entendu parler du 8K, je me suis dit que ça allait être très difficile à traiter. Et au final, je pense qu'ils utilisent des proxys pour faciliter le montage. Mais vraiment, tout était très fluide alors que je n'ai pas un ordinateur qui est très puissant. Il a 5 ans, mon ordinateur. Et j'ai eu aucun problème de prévisualisation. Et ça, c'est très bien parce que ça ne limite pas l'utilisation de ces caméras qu'aux personnes qui ont des ordinateurs et des téléphones très puissants et très récents. La seule chose qui m'a un peu handicapé, c'est la taille des fichiers parce que les fichiers 360, surtout quand on est en 8K, vont peser très lourd et je me suis rendu compte qu'en une semaine, au final, j'ai rempli un disque dur de 500 Go et tous les jours, je devais vider ma carte SD et faire des transferts et ça prenait assez longtemps. Donc il faut savoir, ça pèse lourd ce genre de fichier. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tous les jours, quand on a filmé des plans, sur son ordinateur ou sur son téléphone, on fait le reframing, donc on choisit l'angle qu'on aime bien, on exporte ça dans un format vidéo. Si jamais on aime bien poster sur différentes plateformes, je conseille de l'exporter une fois en format horizontal et une fois en format vertical, comme ça on est sûr qu'on a les deux. Et après on supprime le fichier 360 une fois qu'on est sûr qu'on a pris ce qu'on voulait dans ce fichier, parce que conserver les fichiers 360, ça va peser très lourd et très vite vous allez remplir des disques durs. Donc il y a quelques jours, j'ai fait un post sur mon onglet communauté pour savoir s'il y a des points qui vous intéressaient que j'aborde dans cette vidéo. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler de la durée de vie de la batterie et aussi de la surchauffe. Alors moi, par rapport à la batterie, il faut admettre que dans cette caméra, j'ai jamais vu une batterie qui est aussi grosse. Ça doit être 2 fois plus gros qu'une batterie qu'il y a dans une GoPro. Et donc par rapport à la taille de cette batterie, j'ai pas rencontré de problème. Moi, tous les jours, quand je rentrais chez moi, il me restait encore un petit peu de batterie sur ma caméra
alors que j'avais filmé au minimum toute l'après-midi et des fois je sortais même à partir du matin pour aller filmer des plans. Donc pour moi ça tenait largement une journée. Après si on est en déplacement, en voyage, en camping et qu'on n'a pas la possibilité de recharger tous les jours sa caméra, là je vous conseille d'acheter plusieurs batteries parce que oui ça va pas non plus tenir 2 jours entiers. Mais pour mon type d'utilisation où je sais que je l'utilise la journée et je rentre le soir pour charger ma caméra, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et maintenant par rapport à la surchauffe, je dois avouer que j'ai pas eu trop de problèmes non plus, même si en 8K on sent que la caméra chauffe un peu plus que dans les autres modes. Mais même quand j'ai fait des plans de 10 minutes en 8K avec la caméra qui était posée par terre, donc il n'y avait même pas de vent ou de vitesse qui allait faire que la chaleur allait un peu plus se dissiper. J'ai pas eu de message comme quoi la caméra était trop chaude, elle ne s'est pas arrêtée une seule fois. Il y a des moments pendant que je faisais du skate, du coup j'ai filmé des clips de 10 ou 15 minutes en 8K et même si la caméra était un peu chaude au toucher après, pour l'instant ça va, j'ai eu aucun problème par rapport à la surchauffe. Après, il y a eu des températures de 22 à 25 degrés pendant mes tests, donc on verra cet été quand il fera plus chaud si ça change quelque chose, parce qu'en plus maintenant j'habite à Madrid, donc on va avoir des 35 degrés assez régulièrement, donc je pourrais vraiment tester si cette caméra fonctionne bien dans des grosses chaleurs. Et donc voilà, je pense que j'ai fini sur tout ce que j'ai testé pendant cette semaine. Après, je vais vous sortir d'autres vidéos en rapport avec cette caméra, parce qu'il y a sûrement plein d'autres choses à tester. Si vous trouvez qu'un sujet a été abordé un peu trop rapidement ou alors n'a pas trop été mentionné par différentes vidéos que vous avez vues sur cette caméra, dites-le moi parce que comme ça me donnera des idées de vidéos à faire. Et pour conclure, faites-vous votre propre avis sur cette caméra par rapport aux images que je vous ai montrées. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est une caméra parfaite, mais en tout cas, je me suis bien amusé avec, surtout pour tous les plans de skate. Je pense que c'est vraiment une manière créative et différente de filmer du skate, surtout quand on se filme tout seul. Ça permet d'avoir des plans qui sont un petit peu plus dynamiques que des plans statiques où je poserais une caméra sur un trépied. Donc bien sûr, après, c'est une caméra qui est plus pour le fun que pour avoir un rendu qui est professionnel et cinématique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve bientôt dans la prochaine et je vous dis ciao!